Ça ne s'oublie pas. Je pourrais pas vraiment parler de ma naissance, ça je l'ai oublié.
Mais je sais que je suis né à la rue du Village. C'est pas l'enfer pour moi les autres, c'est au contraire le paradis. Je veux dire que le rapport aux autres, peut-être que c'est. Tu es né à Genève, le 7 septembre 1928. Entrer dans le théâtre. C'est-à-dire d'être en rapport avec les parler de tes autres, parents. plutôt que dans l'écriture. Ah bah bien sûr, je pense que ça ne s'oublie pas. Je ne pourrais pas vraiment parler de ma naissance, ça je l'ai oublié. Mais je sais que je suis né à la rue du Vieux-Billard, donc c'était encore l'époque des accouchements, on pourrait dire amateurs. Mais ce qui est drôle, c'est que j'ai commencé par... Et ce qui s'est passé avec mes parents très tôt, je vais quand même sauter des années, d'abord, mes parents parlaient peu. Et entre eux, avec les autres, ils étaient assez pas muets, mais ils parlaient que pour dire des choses qui leur paraissaient essentielles. Peut-être que, rétrospectivement, c'est de là que m'est venu le goût des mots. Parce que j'ai lu les conquérir. J'ai dû me les approprier, mais pas dans le milieu familial, en dehors du milieu familial. Donc, peut-être que ça a établi, supposition dans supposition, des rapports avec les autres. C'est pas l'enfer pour moi les autres, c'est au contraire le paradis. Je veux dire que le rapport aux autres est important, peut-être que c'est rétrospectivement ce qui code mon idée d'entrer dans le théâtre. C'est-à-dire d'être en rapport avec les autres, plutôt que dans l'écriture, qui est un travail plus personnel, même si on écrit pour le théâtre. André, combien tu crois au fumée de cigare? Il paraît, je n'en suis plus très sûr, qu'il garde la caméra un autre personnage qu'on l'avait nommé, et les micros, mais une autre voix qu'on le... Mais ce qui est drôle, c'est que j'ai commencé par déjà évidemment les cigares à Brecht. J'ai fait un chemin assez bizarre, d'abord, ici en Suisse, les Turcs, se dégoûter d'abord. Des Américains, surtout de le dire, et puis des Savoines, de comédiens. Puis après des Celtiques, des Gitans Maïs, enfin des de plus en plus gros comme Jules, c'est-à-dire qu'il y a plus résistants, et puis finalement des cigarios, puis des cigares raisonnables, et j'en suis maintenant au double Corona, donc des cigares gros, importants, et j'attends les triples Corona qui me sera tapés. Donc tu as commencé à fumer des cigares bien avant de rencontrer Brecht. Ah oui, ah oui, ça n'a aucun rapport. Les gens aiment y voir un rapport, c'est marrant comme ça. Mais peut-être que le cigare, quand même, c'est quelque chose qui calme. Puis en même temps, c'est un adjuvant pour l'imaginaire, je trouve. Une question simple, êtes-vous bien toujours André Stégel? Il paraît, je n'en suis plus très sûr, car la caméra filtre un autre personnage, qu'on le veuille ou non, et les micros prennent une autre voix, qu'on le veuille ou non. Donc, il y a déjà un dédoublement, ce qui pourrait nous ramener à Brecht, et son idée du dédoublement permanent. C'est-à-dire que les personnages dans Brecht se dédoublent. D'abord, ils se dédoublent, je veux dire, par syntagme de comédien. Je m'explique. Baal, Maître Eckhart, Karl, Schwink. C'est-à-dire qu'il y a toujours Kragler, Mourk. Il y a toujours un dédoublement de personnages, ce qui est une tradition qui amène le conflit. Mais Brecht va aller plus loin. Il va inventer un autre système de dédoublement à l'intérieur même des personnages.
c'est qu'en dédoublant à l'intérieur des personnages, il va néanmoins utiliser deux systèmes totalement différents mais très récurrents. Soit le personnage se dédouble, je dirais, à son insu, et surtout à l'insu des spectateurs. Tu es né à Genève le 7 septembre 1928. Est-ce que tu pourrais nous parler de tes parents? Ah ben bien sûr, je pense que ça ne s'oublie pas. Je ne pourrais pas vraiment parler de ma naissance, ça je l'ai oublié. Mais je sais que je suis né à la rue du Vieux-Billard, donc c'était encore l'époque des accouchements, on pourrait dire amateurs. Les accouchements de nos jours sont devenus professionnels. Et ce qui s'est passé avec mes parents très tôt, je vais quand même sauter des années, d'abord, mes parents parlaient peu. Et entre eux, avec les autres, ils étaient assez pas muets, mais ils parlaient que pour dire des choses qui leur paraissaient essentielles. Peut-être que, rétrospectivement, c'est de là que m'est venu le goût des mots. Parce que j'ai dû les conquérir. J'ai dû me les approprier, mais pas dans le milieu familial, en dehors du milieu familial. Donc, peut-être que ça a établi, supposition pour supposition, des rapports avec les autres. C'est pas l'enfer pour moi, les autres, c'est au contraire le paradis. Je veux dire que le rapport aux autres est important. Peut-être que c'est, rétrospectivement, ce qui code mon idée d'entrer dans le théâtre. C'est-à-dire d'être en rapport avec les autres, plutôt que dans l'écriture, qui est un travail plus personnel, même si on écrit pour le théâtre. André, combien tu crois avoir fumé de cigares dans ta vie? Ou alors là, ça je crois que je ne peux pas compter. Mais ce qui est drôle, c'est que j'ai commencé par, évidemment, les cigarettes. J'ai fait un chemin assez bizarre. D'abord, ici en Suisse, il y avait des Turcs, ou quelques Américains, surtout des Turcs, et puis des Gauloises, puis après des Celtiques, des Gitanes maïs, enfin de plus en plus gros comme modules, de plus en plus résistants, et puis finalement des cigarios, puis des cigares raisonnables, et j'en suis maintenant au double Corona, donc des cigares gros, importants, et j'attends les triples Corona qui me seraient arrivés. Donc tu as commencé à fumer des cigares bien avant de rencontrer Brecht. Ah oui, bien avant, oui. Ah oui, ça n'a aucun rapport. Les gens aiment y voir un rapport, et c'est marrant, ça. Mais peut-être que le cigare, quand même, c'est quelque chose qui calme. Puis en même temps, c'est un adjuvant pour l'imaginaire, je trouve. Une question simple. Êtes-vous bien toujours André Stégel? Il paraît, je n'en suis plus très sûr, car la caméra filtre un autre personnage, qu'on le veuille ou non, et les micros prennent une autre voix, qu'on le veuille ou non. Donc, il y a déjà un dédoublement, ce qui pourrait nous ramener à Brecht, et son idée du dédoublement permanent. C'est-à-dire que les personnages dans Brecht se dédoublent. D'abord, ils se dédoublent, je veux dire, par syntagme de comédien. Je m'explique. Baal, Maître Eckhart. Karg, Schlink. C'est-à-dire qu'il y a toujours, Kragler, Mourk, il y a toujours un dédoublement de personnages, ce qui est une tradition qui amène le conflit. Mais Brecht va aller plus loin. Il va inventer un autre système de dédoublement à l'intérieur même des personnages. Ce qui est formidable, c'est qu'en dédoublant à l'intérieur des personnages, il va néanmoins utiliser deux systèmes totalement différents mais très récurrents. Soit le personnage se dédouble, je dirais, à son insu, et surtout à l'insu des spectateurs. Pour savoir la suite, il faut acheter le disque. André, au nom des camarades, je te souhaite un bon anniversaire. Je suis très heureux de savoir que, comme ma mère, tu es Sagittaire.
Je suis vierge, moi. Comme ma mère. Vierge. Oui, vierge. Elle est quand? Le 7 septembre. On est le 6 décembre. Oui, mais ça, c'est une erreur de calendrier que tous les directeurs de théâtre se permettent de faire. Au détriment, d'ailleurs, de ceux qui travaillent dans leur théâtre. Voilà. Après ces sympathiques gentillesses que tu m'adresses, je pense qu'il faut qu'on travaille un peu. C'est pas du tout un hommage, c'est pas une commémoration. Quelqu'un, un jour, parlait d'un tableau de Magritte, ceci n'est pas une pipe, en indiquant que ça pouvait être une manière de référencer, de représenter le doute stégérien. Eh bien, ceci n'est pas un hommage, ceci n'est pas une commémoration, et vous en êtes donc en quelque sorte les témoins. On va essayer de travailler. Des gens disent « Oh là là, il y a plein d'images d'André Stégère partout dans le théâtre. » Vous voyez à quoi ils pensent. Mais ce n'est pas des images, c'est des photos. Ce n'est pas des photos, c'est des impressions, c'est des traversées, c'est des formes. Sinn und Form. Sens et forme. Donc, à partir de quelques photos, justement, le trajet d'André démarre à plein palais et pour le moment est stationné à Saint-Gervais, pour notre plus grand bonheur. Il est passé entre-temps par la France, par la décentralisation, par Paris, un peu partout vraiment, là où la décentralisation théâtrale se faisait, il en était. Il est allé à Bruxelles à un moment charnière du théâtre belge. Il est revenu pour relancer en quelque sorte l'activité du théâtre ici à Genève. Et il a toujours poursuivi, que ce soit la Comédie Française, que ce soit avec les théâtres amateurs, que ce soit dans le Jura ou que ce soit dans le sud de la France, des activités, évidemment, en retournant de temps en temps à Strasbourg. Donc on ne va pas pouvoir tout raconter, simplement on a retrouvé quelques images et certains amis d'André Stégère sont venus, certains de pas très loin, d'autres d'un peu plus loin, pour venir et pour les commenter, si vous voulez bien, les questionner. Donc j'espère que vous êtes tous là. Je vous avais dit de venir à la première rangée et à la rangée médiane. Je vois que certains l'ont fait, je constate que d'autres ne l'ont pas fait. J'espère pas que c'est un indice pour le sérieux de la soirée. Pierre-Alain Besse, s'il vous plaît, musique! André. Adamov, je l'ai connu, c'était pour son adaptation de La Cruche cassée de Kleist, et c'était pour le premier acte de décentralisation que nous faisions dans le Limousin, ce qu'a évoqué d'ailleurs tout à l'heure Jacques Fournier, et j'ai commencé à faire de la dramaturgie avec lui à ce moment-là, et assez sérieusement. Et j'ai donc eu une grande continuité dans le travail avec Adamov, qui s'est trouvé d'ailleurs après relayé par des gens qui sont ici, comme Jean Jourdeuil, qui a fait la dramaturgie pour moi du ping-pong, de Ville, qui a décoré aussi, plusieurs fois d'ailleurs, à Paris, Aime le modéré, avec Radif Ebor, la femme de Harry Bor. Oui. Et puis, bref, qui était la directrice du Théâtre des Mathurins. Et puis, donc Adamov, pour moi, représente un personnage très attachant, très étonnant, absolument énigmatique, absolument contradictoire, et insaisissable, c'est le cas de dire vraiment, pouvant alterner des grandes réflexions sur le théâtre onirique, par exemple, et en même temps sur une certaine réalité transposée du théâtre. C'est peut-être lui qui, dans le ping-pong, m'a mieux fait comprendre, surtout après, dans Paolo Paoli, ce qu'on appelait, à un moment donné, autour du Berliner Ensemble, le réalisme sélectif. C'est-à-dire de ne pas représenter sur scène
la totalité d'une réalité possible, pour autant qu'elle soit représentable, ce qui n'est même pas sûr, mais de sélectionner les éléments de réalité qui permettent de lire un spectacle, qui permettent de donner un code à un public. Et Adamov, de ce point de vue-là, me le faisait vraiment très bien comprendre. Je crois que ça a duré assez longtemps, le rapport avec Ern, comme on l'appelait, et mon rêve, ce serait quand même, avant d'en terminer, de monter une dernière pièce d'Adamov. Non, je dis ça en passant. Hein. Un ange passe. Pierre Alain ? Producteur. C'est celle d'avant. Excuse-moi. Alors là, c'est mes premiers contacts profonds avec la décentralisation française. J'étais encore du côté de la rue Blanche lorsque, tout en ayant déjà une activité dans le Limousin, hein, où on a monté on a monté une compagnie sans argent, sans rien, qui a été reconnue après d'utilité publique. Ça a été la première troupe permanente de province. Ça a été la Comédie du Centre-Ouest. On avait décidé de s'imposer avec des gens qui étaient avec moi à la rue Blanche, Pierre Vial, etc., etc. Et dans une région, la région qui n'avait pas de centre dramatique à l'époque, il y avait 4 centres dramatiques qui sillonnaient la France. Il y avait l'Est, il y avait la Comédie de l'Ouest, il y avait le Grenier de Toulouse, et il y avait Jean d'Aster à Saint-Étienne, après avoir été un petit moment à Grenoble. Et on a piqué dans la carte, comme Beretti me le fait dire, d'ailleurs dans une pièce sur ce problème-là, un endroit qui était dénué de toute production théâtrale. Il faut dire qu'à l'époque, à part les baraqueux, qui est une organisation extraordinaire, que j'ai bien connue, que j'ai beaucoup fréquentée, qui pour moi était quelque chose de séduisant. Je vais vous raconter 2-3 anecdotes sur les baraqueux. Alors, dans les baraqueux, ils s'installent dans un village. Il n'y a pas de télévision à l'époque, hein. On est dans les années 50 et tout ça. Ils s'installent dans un village et ils louent la place. Ils installent une baraque soit en toile, soit en bois. Et, durée indéterminée, ils jouent le mardi, le jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ah oui, ils ne jouent pas le mercredi parce qu'ils font ce qu'ils appellent des excursions. C'est-à-dire qu'ils prennent une de leurs pièces de répertoire, relativement facile, et ils vont la jouer dans une salle paroissiale à côté pour se faire un peu de blé. Alors le mardi, ils jouent la comédie sérieuse. Le jeudi, dans le village, ils jouent le vaudeville léger, voire égrillard, qui est supplanté de nos jours par les films X à la télé. Le vendredi, ils jouent plutôt une comédie de caractère, généralement à revendication sociale, et le samedi, ils jouent le grand mélodrame. Le grand mélodrame en 14 tableaux. Le tableau dure à peu près 10 minutes, un quart d'heure, et entre les tableaux, l'entracte qui suit dure à peu près une demi-heure, 3 quarts d'heure. Parce qu'à l'entracte, ils font la tombola, ils vendent les friandises. Et quand on tournait, nous, dans le Limousin, avec Brecht, avec Adamov, avec Shakespeare, avec Molière, les copains des baraqueux nous disaient « Mais pourquoi vous ne vendez pas de bonbons ça vous donnerait de quoi bouffer ?» Parce qu'on bouffait très peu, il faut bien le dire, à l'époque. Fornier le sait, et qui a connu aussi ça. Or, c'est Fornier, justement, qui, après avoir joué avec nous, a créé le théâtre de Bourgogne, avec, entre autres, Roland Bertin, qui est là, sur la photo, hein, qui a joué après avec Chéreau, et qui est sociétaire de la Comédie Française. Et Liliane Rover, c'est dans L'Alchimiste de Ben Jonson. C'était vraiment un très très beau spectacle, avec un décor de Nina Rechetov, qui était vraiment remarquable encore. Moi, je ne suis pas fétichiste des photos, donc malheureusement, je ne les garde pas assez. Donc, j'ai donné des photos à Philippe et il en a fait ce qu'il voulait. Simplement pour dire que j'étais assez fier de ce spectacle qu'on a joué chez Planchon. À l'époque, j'avais moi-même joué comme comédien chez Planchon avant, mais il l'avait accepté comme spectacle. Et il a dit plus tard à un comédien que je l'avais présenté, il a dit « C'est l'alchimiste
qui m'a appris comment monter le Tartuffe. Et donc, il y avait tout un travail de relation qui se faisait par spectacle interposé d'une façon tout à fait classique. Et je suis resté au théâtre de Bourgogne plusieurs années, j'ai monté bien des spectacles. Ça, c'était le deuxième. Le premier, c'était les Rustres de Goldoni. Après, il y a eu Grand Pleur et Misère du Troisième Reich. En pleine guerre d'Algérie, je ne vous dis pas ce que c'était, les représentations, qui étaient chaque soir suivies d'un débat avec le public. Et je me souviens d'un jour, à Bourges, où un gars s'est levé et dit « Dans un spectacle, je ne peux pas me taire ». C'était un mec de la bonne bourgeoisie de Bourges. Hein, vous ne voyez pas un pléonasme. Et il a dit, écoutez, je viens d'Algérie, j'ai servi là-bas, c'est scandaleux ce qui s'y passe, on a tué des villages entiers pour le plaisir, pour rien, tout ça. Et le gars, devant la foule médusée, plutôt connu pour des positions de droite, s'est déballonné après le spectacle qui avait servi. Alors je ne dis pas que le spectacle doit toujours servir à ça, mais parfois c'est peut-être pas plus mal. Et donc, après on a monté On ne badine pas avec l'amour, on a monté Strindberg, hein, avec Madame Piscator qui était venue voir le spectacle après la mort de son mari à Beaune, et qui a dit « Mon mari aurait signé ce spectacle ». J'étais assez fier que Piscator, finalement, daigne se hisser à ma hauteur. Alors, Jacques Fornier, peut-être, si vous nous faites bien l'amitié de venir, puisqu'on parle de vous, vous êtes là. Oui. Effectivement, donc, comme comédien dès le début des années 50 avec André Stégère, puis comme fondateur des Nuits de Bourgogne, du festival et du théâtre de Bourgogne. Merci d'être là. J'ai hésité, mais je crois qu'on va reprendre la perspective chronologique. Donc on est effectivement à la charnière 50-60, et si vous pouvez peut-être un peu situer cette époque et ce que vous avez fait avec André Stégère. Il a fait un très beau spectacle des Fourberies de Scapin aussi, à cette époque-là justement, qui était vraiment un spectacle modèle. Et un jour, à Bar-le-Duc, dans la tournée, on staffe un lycéen. Et puis, je discute avec lui, et puis il me dit, je lui dis, tu vas au théâtre? Hein? Il ne savait pas. Il dit, ah, avec l'école, oui, mais qu'est-ce que tu as vu? Oh, alors j'ai vu un spectacle génial. Alors, et il me raconte toute la mise en scène de Jacques Fornier, mais vraiment, j'étais au volant de la voiture, et le moment, je rejouais le spectacle à côté de moi, en me racontant tous les événements. J'ai trouvé incroyable de ça, ce que j'ai retrouvé plus tard. Je dis ça comme parenthèse, à Strasbourg, quand les gens d'une ferme nous ont dit on va voir tous vos spectacles au TPR, au Théâtre Populaire de Lorraine, on va voir tous vos spectacles, mais on est 8 dans la ferme, il n'y en a que 2 qui y vont chaque soir. Et le lendemain à la veillée, les 2 qui sont allés, c'est à tour de rôle, racontent aux autres le spectacle. Et je dis, on a oublié, quand on dit les fréquentations de spectacles, en notre époque de dictature des chiffres et du numérique, on oublie qu'il y a un théâtre virtuel, un théâtre qui se fait par relation au 2e degré. Et peut-être que c'est là que c'est le théâtre le plus intéressant. Donc devenons de bons spectateurs, peut-être avant d'être de bons comédiens ou de... Voilà. Oui, moi je vais être bref. Merci. Je ne reviendrai pas trop sur le passé parce que c'est un passé que nous avons vécu dans la fraternité et c'est ce que j'ai beaucoup de reconnaissance vis-à-vis d'André parce qu'il a amplifié cette fraternité que nous avions à l'époque dans cette troupe qui était en Bourgogne. Et c'est pour moi un élément fondamental, évidemment, à la fois du théâtre et de la civilisation. Et son apport sur l'art dramatique
il nous a permis de faire des progrès immenses sur nos productions artistiques, puisqu'il venait, pour ainsi dire, chaque année, sur la réflexion politique que nous menions en décentralisation, et beaucoup sur ce rayonnement fraternel qu'il nous a développé, qu'il nous a mis en exergue. Parce que cette fraternité que nous avions, parce que c'était une troupe permanente, qui n'existe guère plus maintenant, débordait de la troupe sur nos publics. Et nos publics devenaient vraiment des frères. J'ai fait une réflexion sur nos publics de l'époque. Je me disais, qu'est-ce qui nous rapproche si profondément de ce public de l'époque et que je perçois moins aujourd'hui? C'est que nous avions, le public et nous, le même passé vécu, tragique, de la défaite, de la guerre, de la défaite, de l'occupation, de la libération, de la collaboration, et en fait, et en plus, la résistance, et évidemment, les camps de concentration. Enfin, personnellement, je ne suis pas le seul, j'ai été malade pendant des semaines. Quand j'ai vu les premières photos, les premiers films de René, et je supporte encore mal notre façon d'être aujourd'hui dans cette civilisation. Je trouve que nous sommes des barbares. Et que cette crise que nous subissons actuellement, cette crise dite économique, ce n'est pas uniquement une crise économique, c'est une crise psychologique et psychique, et qui va peut-être nous amener à nous transformer. C'est peut-être une chance que nous avons de vivre cette crise. Quant à l'alchimiste, oui, je voulais dire encore, pardon, j'étais bref, mais j'ai passé... Je triomphe. J'ai passé une journée magnifique, grâce à vous, monsieur. C'était vraiment super d'écouter ce qu'on pouvait dire d'un ami, d'un frère. Ça, c'est vraiment quelque chose, d'une émotion très, très, très grande que j'ai vécue pendant toute cette journée. Ça, c'était vraiment quelque chose de... oui, quand on entend parler d'un ami, d'un grand ami, tel que j'ai entendu parler cet après-midi, c'est vraiment une joie extrême. Parce que les amis, c'est vraiment des gens très chers. C'est sûr. Et d'autre part, je voulais te dire, André, pour ton anniversaire, et ça c'est aussi encore un grand bonheur, que j'ai compris ce que pouvait être un grand artiste et un grand pédagogue, ce qu'est André Stégère. C'est ce qu'il a réussi, et j'ai eu la preuve aujourd'hui, de se mettre en distance de lui-même. Et ça, c'était déjà présent quand je l'ai connu. Et c'est ce qui faisait qu'il était tellement intéressant. Mais ce n'était qu'un bourgeon. Et aujourd'hui, c'est vraiment Et pour terminer, je pense qu'il a droit au titre de trésor national. Là, on a un enchaînement, je pense, assez possible. C'est que Jacques Fournier va diriger... C'est pas Jacques, hein? Oui. Jacques va diriger, après avoir fondé le théâtre de Bourgogne, et à la fin des années 60, si je ne me trompe pas, Jean-Pierre Vincent et Jean Jourdeuil vont mettre en scène une pièce de Brecht, La Noce des petits bourgeois en Bourgogne.
Et Jean Jourdain nous a fait l'amitié d'être là aussi ici présent, donc je lui demande de bien vouloir venir pour essayer de raconter quelques minutes, c'est difficile, mais comment il analyse, il est bien placé pour le faire, le rapport de Stégère à Brecht. On sait que Brecht, il y a eu plusieurs vagues, plusieurs écoles, en France notamment, et j'invite Jean, et en fait, Pierre-Alain, si tu as la gentillesse de descendre, enfin de descendre, c'est Jean qui descend, mais d'aller un peu en arrière sur les images, si tu veux bien, parce qu'il y a deux mises en scène, encore un peu, là on remonte un peu dans le temps, voilà, encore une, voilà, encore, voilà. Ça en fait, c'est donc le précepteur de Brecht, d'après la pièce de Lenz, qui est la première mise en scène que Stégère a fait de Brecht, suivra Tambour dans la nuit, juste après, enfin, là, vous verrez Stégère, jeune comédien, dans la photo suivante, s'il te plaît. Merci. Dans le rôle de qui? Du comte. Du comte. Et puis... Déjà. Et puis là, un peu plus loin, merci, c'est Tambour dans la nuit, à la fin des années 50. Alors, Jean, c'était la gentillesse. Avec de grands comédiens, dont Charles Denner, qui était après la vedette de Truffaut, qui jouait Cragler, qui a repris Jean Brassat à un moment donné. Il y a enfin, François Mestre, il y a André Torrent, bref. Merci Jean, c'était le tour. Non, je ne vais pas te faire de compliments. Sinon... Non, ça va être louche. Dis-moi. Ça, c'est 1958, oui. Tambour dans la nuit. Moi, le sentiment, l'impression que j'ai eue, puisque moi j'ai découvert ça après coup, puisque je t'ai connu en 66, c'est que ce spectacle de 58, qui était donc une pièce du jeune Brecht, à l'époque où on découvrait, dans les pays de langue française, le Brecht de la maturité. C'est-à-dire on découvrait les grands spectacles du Berliner Ensemble, Mercourage, Puntilla, 54-55. Voilà. Et là, donc 3 ans après, tu montais une pièce du jeune Brecht, et à l'époque, le jeune Brecht, c'était pas évident. D'ailleurs, lui-même a écrit un texte qui s'appelait « En révisant mes premières pièces », qui essayait de faire passer l'intérêt de ses premières pièces pour les cadres d'Allemagne de l'Est, et il voulait faire accepter ses premières pièces. Donc là, ça serait la première question que je te proposerais. Comment ça s'est passé? J'avais entendu dire que c'était pas évident de jouer, et que vous avez dû passer une audition devant des gens. C'est moi qui l'ai demandé. C'est vrai, on jouait, tu as raison de souligner, parce que c'est intéressant, on jouait en 58, c'est-à-dire en Allemagne, et notamment en Allemagne évidemment de l'Est, c'était la commémoration de Spartacus, de la révolution berlinoise de Spartacus. Et quand j'ai proposé de monter cette pièce, j'avais déjà monté avant le précepteur, L'exception et la règle, dans la traduction de Benoît Besson et de Geneviève Serrault, dans le Limousin. Mais là, il s'est posé un problème, c'est que les droits étaient difficilement donnés. Alors j'ai proposé, moi, un truc, j'ai dit, écoutez, parce que les gens pouvaient croire qu'on montait ça pour attaquer la révolution spartakiste, puisqu'il y a l'ambiguïté de la pièce, hein, que tu connais bien. Alors j'ai proposé de monter la pièce, avec les comédiens d'ailleurs, et de faire venir 3 dramaturges du Berliner Ensemble pour qu'ils donnent leur avis sur le spectacle, est-il jouable ou non. Ils sont venus, et ils ont immédiatement dit oui. Ce qui fait qu'on a pu jouer presque 300 fois Tambour dans la nuit, qui était jumelé avec un spectacle que François Mestre, qui joue le père là-dedans, sur la banquette, que François Mestre mettait en scène, moi je jouais, c'est une photo qu'on voit aussi là-dedans, c'était les 21 scènes de comédie d'Alain, le grand philosophe français, a écrit 21 scènes de comédie dans sa vie, c'est encore avant, ça c'est, voilà, c'est ça, je joue le Premier ministre, d'ailleurs je ressemble beaucoup à Fillon. Et donc, c'est des petites scénettes très très belles sur l'absurdité de la guerre. Ça c'est la fin, hein, avec la lune en papier qu'il fallait avouer comme telle. Et ce spectacle-là, après on l'a repris, avec des gens qui sont dans la salle aussi, Tambour dans la nuit. Ça a été le concours de sortie à Strasbourg de Wenzel, de Hourdin, de je sais plus, de Reynaud, enfin de tas de gens qui après
ont régulièrement travaillé dans le théâtre. Donc, Tambour dans la nuit, pour moi, est une pièce assez fétiche de Brecht, parce qu'elle est complètement ambiguë. Et j'aime bien chez Brecht l'ambiguïté, en n'oubliant jamais chez Brecht que dans les grandes pièces, à quoi Jean fait allusion, hein, les Schaustück, ce qui a d'important, c'est que Brecht a inventé un système, outre ce que je disais, du double personnage, qui est le Doppelganger, qui est une définition assez allemande, mais il y a quand même un élément important que, bon, qu'on ne va pas développer là, mais ce qui me paraît intéressant, c'est que Brecht, je me souviens d'une discussion qu'on avait eue en 1955 avec quelques dramaturges, dont Regnault et tout ça, avec Brecht et Weyl, au Sarah Bernard, où je travaillais comme collaborateur du Théâtre des Nations, ce qui m'a permis de voir, ça c'est un truc élémentaire dans la formation, j'ai vu des répétitions de tous les grands théâtres du monde, de tous les grands acteurs du monde. J'ai vu Bergman répéter, j'ai vu Strehler, là je l'ai vu aussi à Milan, mais là j'ai vu le Théâtre d'Art de Moscou, j'ai vu tout, j'ai vu des spectacles africains, je suivais tout ça, et c'est là où on apprend plus. Hein, si un metteur en scène dit je veux monter une pièce mais qui ne va jamais voir de spectacle ou très peu, il ne faut surtout pas travailler avec lui, parce qu'il ne saura rien. Et ce qui me paraît important là-dedans, c'est qu'il disait, ce qu'il faut, c'est renforcer le point de vue de l'idéologie dominante pour provoquer dans la salle un rejet. C'est-à-dire, par exemple, si on veut tenir un discours féministe, c'est pas de montrer des femmes déjà libérées, ça n'avancera rien, c'est de montrer jusqu'à la rendre insupportable la servitude féminine dans le monde actuel. Et à ce moment-là, ça doit provoquer, comme dit Brecht, même chez les plus résolument antiféministes, un dégoût sur ce qu'ils pensent eux-mêmes. Parce que c'est trop fort. Donc cette idée-là, elle est mal perçue, elle a été très mal perçue autour de Brecht. C'est le contraire d'un propagandiste, c'est un homme qui pose uniquement des questions au monde et qui n'y répond jamais. Pourquoi ? Parce qu'il laisse en toute honnêteté le spectateur y répondre, le spectateur étant la seule activité pratique du spectateur, c'est de produire du sens. Si le spectateur monte sur scène pour jouer avec les comédiens, ben, il y a encore des spectateurs dans la salle, ou s'il n'y en a plus, c'est plus à ce moment du théâtre, c'est du jeu, de la fête, mais c'est plus la même chose. Donc cette question-là, elle est vraiment fondamentale pour bien comprendre les enjeux de ce type de théâtre-là. C'est une question qui est renvoyée à la salle. Je vais te poser une autre question. Peut-être même trois autres questions. Donc, ça va durer. La première... Je te reconnais bien là. La deuxième chose, ça commencera par une remarque, c'est que l'année où tu montes Tambour dans la nuit, c'est 1958. L'année suivante, Roger Blin, dans le même théâtre, monte Les Nègres. Le théâtre dans lequel ça se passe s'appelle le théâtre de Lutèce, et c'est maintenant une agence de la BNP. Ce que je voulais simplement signaler, c'est la proximité entre Brecht et des auteurs dits d'avant-garde. Tu as parlé d'Adamov tout à l'heure, hein, et d'Adamov qui devient partisan du réalisme sélectif. Mais au début, il fait partie de l'avant-garde. Oui. Là, il y a une proximité entre Les Nègres de Genet et le jeune Brecht. Ensuite, plus tard, toi, ça c'est après 68, 70, au TNS, tu vas monter le balcon, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de séparation entre... Or, tu tiens le discours sur Brecht, mais tu ne tiens pas le discours sur Genet. Alors, je peux le tenir tout autant, mais parce que c'était les photos de Brecht, il y a des photos sur Genet, je ne sais pas si... On en a une. Je sais pas si... Tu gardes ça pour tout à l'heure. Je sais pas si... Non, je vais bien répondre maintenant. Pour moi, le problème, il est lié à une chose importante. Je crois que le théâtre n'a jamais attaqué que le pouvoir depuis le début du théâtre. La seule question qui se pose, c'est la question du pouvoir. Que ce soit à travers l'amour, à travers ça, même le boulevard. Dans le boulevard, la vraie question posée, qui a le pouvoir de tromper l'autre? C'est tout. Hein?
Alors on peut le renverser, on peut dire qui a le devoir de tromper l'autre. Alors là, on franchit un pas dans la gaudriole farcesque. Mais donc on est là-dedans. Cette question du pouvoir. Or, Genet va en traiter autant que Brecht différemment. Mais tous les deux vont utiliser un système qui pour moi est capital, déterminant, parce qu'il naît avec le grand théâtre grec. Ce qui a été très peu vu, c'est que le théâtre grec ne raconte pas l'histoire d'Édipe au moment de la représentation, puisque tout le monde la connaît dans la salle. On connaît même toutes les variantes des dèmes différents, hein, si tu arrives de tel dème, de tel village, quoi, plutôt que de tel autre, eh bien tu as une version légèrement différente, mais le mythe est là, il est présent partout. Donc les gens ne viennent pas découvrir un mythe, ce qu'ils viennent découvrir dans l'orchestra qui est en rond, et les regards sont dirigés vers le Timélé, qui est le centre de l'orchestra, c'est-à-dire l'autel. Il regarde, et où évolue le chœur, il regarde comment des citoyens sélectionnés pour les représenter eux-mêmes réagissent à l'annonce des événements qui se passent sur scène. En fait, les événements qui se passent sur scène, à la limite, moi je dis que de nos jours, ce qui serait formidable, c'est en coulisses, tu montes Édipe, et sur scène, tu mets que les spectateurs, si tu veux, les vicaires élus par le peuple pour les représenter, c'est-à-dire le chœur. Parce que ce qui est important, c'est la réaction du chœur. Et ça va se diluer dans le théâtre au long des âges, tout le temps. La question du théâtre dans le théâtre, loin d'être inutile, est une récurrence fondamentale pour comprendre ce qu'est le théâtre par rapport au spectacle. C'est que le théâtre subit, et je le trouve chez Genet, comme chez Brecht, c'est quand même génial. Genet va en faire même la démonstration mécanique, hein. Dès le départ du balcon, j'ai monté les nègres après à la comédie, ici, avec la mise en scène d'ailleurs de notre pianiste. Hein. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'au départ, tu as un sacristain qui vient dans la maison d'illusion de Madame Irma. Alors une maison d'illusion, Genet la décrit comme un théâtre. Il fait dire à Irma, les salons sont dans les cintres. Il y a le salon X, ça. Il y a tout au long de l'histoire la description d'un théâtre. Et cette maison d'illusion qui devient un bordel, simplement parce qu'il a donné dans la fable, le sacristain vient trouver une fille, par exemple Arlette Chausson, en l'occurrence, quand je l'ai montée, hein, c'est pour quelqu'un que je dis ça, et donc, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il joue l'évêque. Après, tu as un petit fonctionnaire gratte-papier greffier dans un tribunal, il vient à la maison d'illusion, pas tellement pour consommer Monique Grégo, hein, et puis avec le bourreau Alain Rimou, il vient là pour jouer le rôle d'un juge. Et puis après, tu as un militaire, un fonctionnaire du ministère des Armées, un petit fonctionnaire, il arrive avec, c'est Wilfred qui jouait ça génialement, il enlève ses manches de lustrine, à la limite, son petit truc, on lui présente le pantalon d'un général, et il devient général. Et puis alors, tu avais la fameuse scène géniale, le 4e tableau, où il y a une seule réplique du mec et une seule réplique de la fille. Le mec dit, hein, vas-y, Dominique. Ah, je sais plus ce qu'il dit. Et l'époux. Et l'époux. Quand il mettait la perruque. T'as raison. Il y en a, elle disait. Vous savez, c'est lui qui jouait. Je savais que j'allais le placer, mais je ne me souviens plus où. Et donc c'est pas la scène la plus importante du spectacle. C'est la scène la plus importante, d'autant que tu étais accompagné par une très belle striptease. Ah oui, ça c'est vrai. Hein, tu avais un corps splendide. Qui n'est pas là ce soir, qui est la seule à ne pas être là ce soir. Jean. Oui. Donc, André, voilà, tu vois, donc, oui. c'est ça qui me plaît, et je trouve que chez Brecht la même chose. Alors, c'est par ton intermédiaire, parce qu'on s'est connus en 66, et je t'ai assisté 2 fois sur 2 spectacles. C'est par ton intermédiaire que, en 67, j'ai fait la connaissance de Béatrice Perregaux, avec qui j'ai traduit L'achat du cuivre, qui a été un texte qui nous a servi, aux gens de Jean-Pierre Vincent et moi, à tous, à ceux avec qui on travaillait, pendant quelques années. Ça a réanimé les choses brechtiennes, parce que c'est une théorie intéressante. Béatrice a d'ailleurs ensuite été, si je ne me trompe pas, hein, mais la fondatrice des
études théâtrales à l'Université de Genève. Oui, dont on a un élève qui est là, qui maintenant a pris sa succession, Eric. Hein, voilà. Et ce que je voulais, la question que je voulais te poser, c'est comment tu te situes dans l'histoire du brechtisme, qui est une histoire mouvementée. Parce que quand on expose le brechtisme, on a l'expression d'exposer une théorie du théâtre, une esthétique, des pièces, etc. Mais en même temps, c'est une théorie mouvementée. Oui. Et c'est une théorie mouvementée, si je donne des indications, hein, enfin juste quelques dates, parce que j'aimerais... Oui, oui, tout à fait, je comprends très bien. Pour moi, il y a eu trois intellectuels brechtiens en France. Bernard Dort, qui était un existentialiste devenu brechtien, Roland Barthes, qui était un brechtien déjà sémiologue, et Gisèle Brecht, qui était un marxiste lukácsien, s'intéressant à Brecht et traduisant Brecht. Trois sensibilités très différentes dans les années... On peut ajouter Badia et d'autres. Voilà, non, mais c'est trois courants importants. Et puis l'histoire du brechtisme à Berlin, c'est une histoire, et dans les pays francophones, c'en est une autre. Ouais. À Berlin, en 1956, Benno Besson se fait virer du Berliner Ensemble. Ouais. En France, Benno Besson, qui est très copain avec Geneviève Serrault perd la situation prééminente qu'elle a pour la traduction de Brecht quelques années après, à la fin des années 50, à Paris. Roland Barthes, qui est brechtien et qui lance la chose, en 1960, dit « Le théâtre ne m'intéresse plus, j'écris plus sur le théâtre ». Au fond, comment tu raconterais cette histoire-là, ou comment tu te situes toi, comment tes spectacles sont intervenus. Je te disais cet après-midi que pour moi l'année 60, mais c'est une vision rétrospective de ma part, l'année 60 est une année de rupture du brechtisme, et que donc le brechtisme m'apparaît à moi, a posteriori, comme une histoire en pointillé, c'est-à-dire comme une succession de velléités brechtiennes qui durent 2-3 ans, qui s'arrête, qui bloque, ça patine, il ne se passe plus rien, et puis ça redémarre 3-4 ans après, et toi, au fond, tu en as connu au moins 2 ou 3 de velléités brechtiennes. Oui. Mais si tu... Alors est-ce qu'il faut les unifier, ou est-ce qu'on les laisse séparer? Moi, je réponds pour moi. Je prends connaissance de ça, mais lointainement. Parce que pour moi, je ne participe pas à ces démarches qui sont pour moi superfétatoires et qui relèvent d'un combat important, mais qui est idéologique. Moi, ce qui m'intéresse chez Brecht, c'est la... Je pense très sérieusement qu'ici, il y a une identité, c'est Brecht et Casanova. Vu le travail qu'on a fait avec Beretti sur Casanova, je vais vous expliquer pourquoi. Quand Casanova peut plus tellement baiser, il écrit les mémoires, où il baise par écrit. Hein? Ce qui était le propre de Proust, qui dit que j'ai découvert l'écriture en me branlant à Combray. La recherche du temps perdu, premier volume. Bon, ce qui me paraît important dans cette histoire-là, c'est que Brecht écrit réellement sa théorie lorsqu'il ne peut plus faire de théâtre. Et ça, c'est un élément important. C'est-à-dire que c'est une compensation. Et moi, la théorie, je l'utilise, mais c'est pas, je la réifie pas. J'en fais pas une chose, tu vois. C'est que ça existe comme un discours, à la limite, comme les mémoires de Casanova, que j'adore, car c'est peut-être une des plus belles écritures françaises, hein, puisqu'il est écrit en français, hein, quand c'est le texte vrai, ben c'est la même chose. Pour moi, ça existe. Mais à partir de là, ce qui est important, je crois, dans tout ça, c'est là où on peut dire que il y a des nécessités qui apparaissent. Je me souviens d'une discussion que j'avais avec Weigel, une fois, qui me dit, à propos d'une demande d'un journaliste français à Paris, elle me dit, c'est quand même marrant, et il me demande pourquoi Brecht m'a écrit un si beau rôle, la Mère Courage. Et Weigel me dit, c'est d'autant plus marrant que le rôle n'a jamais été écrit pour moi. Nous étions en exil, et on avait besoin de bouffer. Il y avait peu de rentrées d'argent. Brecht, en écrivant Mère Courage, écrit le rôle de la muette. Et là, je pouvais le jouer dans n'importe quel pays. Ça pouvait être au Japon, ça pouvait être aux États-Unis, n'importe où. Je jouais la muette. Et puis c'est d'ailleurs Thérèse Guise qui a créé la Mère Courage,
et pas Weigel. Weigel l'a repris bien plus tardivement, quand elle est devenue directrice du Berliner. Mais donc, il y a des nécessités. Alors, je fais, dans les théories de Brecht, une certaine part des choses. Je n'utilise, moi, quant à moi, dans Brecht, que ce qui m'intéresse. Et ce qui m'intéresse, c'est pas ce que Brecht a dit, c'est ce que je peux développer à partir de Brecht. C'est-à-dire, tu vois, le petit coup d'ajout qu'on peut faire, et qui est applicable dans n'importe quelle pièce, chez n'importe quel auteur. Et quels étaient alors les Brechtiens français que tu as rencontrés à Théâtre Populaire, etc., qui t'étaient sympathiques, et quels étaient ceux qui t'étaient antipathiques? Alors, je veux dire, pour moi, le plus sympathique, c'était Dort. Parce qu'on pouvait discuter librement de tas de choses. Il y avait aussi le rapport à Adamov. Dort l'a beaucoup soutenu, comme Sartre. Sartre, chaque fois qu'Adamov était dans la merde, Sartre, qui était d'une générosité totale, donnait du pognon. Il donnait l'ordre à Gallimard de filer du pognon à ceux qui en avaient besoin. Et donc, Adamov, en plus, parce qu'on a fait partie des comités antifascistes à l'époque, de la lutte pour la liberté en Algérie, avec Sartre, avec Gérard Philippe, avec tout ça. Alors donc, il y avait une communauté d'action. Tu vois, Barthes, j'aimais bien pour une raison très simple, c'est que Barthes m'avait dit ah, t'as passé un an au Sanat, moi aussi. Et il dit, nous sommes des cultures de Sanat. Alors, j'ai pas osé me demander si c'est des cultures microbiennes ou autres. Donc, mais ceci dit, j'étais pas complètement d'accord. Giselbrecht était un type très charmant dans la vie, qui avait des fois des formules incroyables, mais c'est vrai, comme tu le dis, que son espèce de catéchisme marxisme, car le marxisme n'est beau que lorsqu'il n'est pas un catéchisme. Hein, c'est d'ailleurs comme le catéchisme lui-même, hein, faut bien le dire. Et donc là, il me faisait chier, encore qu'il a eu des formules heureuses, par exemple quand il dit, dans la Bonne Sexuelle, il part sur le petit nuage de l'idéalisme mensonger, hein, quand il s'élève dans les cintres. C'est une belle formule. Tu vois, donc même chez les gens, mais en gros, je suis aussi reconnaissant à Barthes pour une chose, c'est que quand je montais la Bonne Sexuelle en 60 pour Villard au Récamier, ça a été ce qui est étonnant, ça a été un bide critique, mais notamment chez Jean-Jacques Gaultier du Figaro. Et j'ai une chose très importante à bien comprendre dans la démarche. On est allé à minuit, juste au moment de la sortie de l'édition Province du Figaro, on est allé acheter le journal sur les Champs-Élysées, et Gaultier nous démolit d'une façon définitive dans l'édition Province du Figaro, qui était la première édition en vente. Mais dans l'édition de la matinée, qui était l'édition Paris, la critique est totalement différente. Et je me suis posé des questions, et c'est pour une raison très simple, c'est que l'essentiel du public de théâtre commandité à l'époque par le Figaro, c'est la province. Les médecins, les notaires et tout, qui viennent remplir les salles de Paris régulièrement. Donc, on fait une mauvaise critique pour qu'ils ne viennent pas au TNP. Par contre, les Parisiens peuvent y aller par eux-mêmes, donc on ne peut pas passer con à leurs yeux, donc on fait une critique mitigée. Elle est politiquement mitigée et tout. Ce que je dirais, ce qui est de génial dans l'attaque qui est faite contre ce qu'on appellera les idéologues brechtiens, elle est claire. C'est ce que je dis dans l'aveu de théâtre à un moment donné. Je me suis toujours fait traiter de dogmatique brechtien. Mais j'ai jamais entendu des gens fanatiques d'Artaud, fanatiques de Stanislavski, dire que ce sont des dogmatiques stanislavskiens. Ce sont des stanislavskiens, ce sont des artaudiens. Mais Brecht, c'est toujours un dogmatique brechtien. Hein? Alors, j'ai d'ailleurs proposé d'afficher à ma porte Brechtien méchant. Comme ça, au moins, ça fracture les gens. C'est-à-dire que c'est le Brechtien cruel aussi. Voilà. Hein? Oui, alors, mais est-ce que tu es vraiment cruel? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais je vais en rester là. Merci.
C'est en fait... Ça, c'est chez Barthes. Ça, c'est Barthes qui m'avait branché. En même temps que la Madame de Séchuan, il m'a branché sur les coefforts que j'ai monté avec le groupe antique de la Sorbonne. Et il m'avait demandé de faire un travail différent de ce qui se faisait au groupe antique de la Sorbonne, qui était dans la reconstitution purement... il y avait, dans cette scène-là, des Erini, il y avait, sur le tombeau, il y avait une musique de César Gattegno, qui avait fait d'ailleurs la musique aussi, Fournier t'en rappelle, pour l'Alchimiste, et une très très belle musique, vraiment et très étrange, puisque j'utilisais un trio de jazz et un trio classique en même temps. Donc il y avait le trio de cordes classique et à côté de ça un trio de cuivre classique aussi, saxo et tout ça. Et ça donnait une musique très étrange pour la folie des Erini. Et ça, on l'a joué partout, donc dans tous les théâtres universitaires. Là, c'est en Italie. On l'a joué à Parme, on l'a joué à Coimbra au Portugal. Donc ça, c'était... Et j'avais un élève en droit et en littérature qui jouait au reste, et qui après est devenu, il était donc amateur, et il est devenu après l'administrateur de la Comédie Française sous le nom de Jean-Pierre Miquel. J'avais aussi la protégée de Sartre dans le cœur. Voilà. Attends. Merci. Voilà. Ça, c'est une des scènes du balcon. Le juge, Pomarin, la voleuse qui est jugée, donc Monique Grégo, qui dirige une très belle troupe maintenant dans la région de Sèvres, et Alain Rimoux, qui joue le bourreau. Et ça se passait dans un cimetière. Jeunet avait écrit un très beau texte. Je rêve de Don Juan joué dans un cimetière. À la fin, après le dernier accord, les gens partiraient entre les tombes. Alors j'avais installé avec Claude Lemaire un cimetière sur scène, avec d'ailleurs un prologue, c'était la Toussaint, les gens venaient sur le cimetière et tout ça. Puis tout d'un coup tombaient des cintres, des panneaux qui s'appuyaient sur les tombes et qui représentaient chacun par une figure religieuse ou simplement sociale, une image qui représentait une peinture, représentait l'endroit dans lequel c'était le jugement des Sabines pour le juge ou des trucs comme ça. Il y avait plein de choses comme ça. Puis à la fin, au cinquième acte, la coque de Madame Irma tombait sur les tombes, les éclatait, et quand à la fin du 5, elle remontait dans les cintres, les tombes étaient entièrement éclatées et toute la fin se déroulait là-dedans, sauf qu'à la fin, au fond, il y avait un dessous, de dessous surgissait le titre de gloire du nouveau héros qui était créé par le balcon, c'est-à-dire le chef de la police, qui jusqu'alors n'avait pas le droit à la figure emblématique que propose Jeunet, et c'était un immense phallus éclairé qui surgissait, qui était le dessus d'une tombe, puisque c'était ça le problème du chef de police. Et je me souviens que quand le directeur a vu ça, il était un peu gêné, alors il m'a demandé de couper le haut du phallus. Et mesdames, si ça vous intéresse, je l'ai chez moi dans ma salle de bain. Il est de taille. Et donc, on l'a remplacé par une couronne. Et donc la question du Jeunet, Kopferman avait dit à l'époque que c'était avec Blin la meilleure approche en France de Jeunet. Je crois que c'était assez vrai. Dort, qu'il avait vu, était émerveillé par le spectacle, mais il disait, il n'y a qu'une chose qui me gêne, c'est que, parce que la première partie était soulignée par des chœurs de Verdi, et la deuxième partie par des chœurs de Wagner, et il me disait, je comprends Wagner, mais tu n'as pas le droit d'abîmer Verdi. Alors je me disais, bon, ben, si un Wagnerien va me dire le contraire. Voilà. Non, et c'était donc un travail sur les rapports que les personnages peuvent entretenir avec ce que Jeunet appelle le simulacre. Que moi j'appelle la simulation en l'occurrence, parce que ça cadre mieux avec la stimulation. C'est-à-dire qu'une bonne simulation théâtrale déclenche une stimulation dans l'esprit du spectateur. Et cette stimulation,
elle est importante à partir du moment où dans les théâtres, il y a des rideaux rouges. Parce qu'elle revient à la corrida. Eh oui, quand le matador agite la muleta devant le nez du taureau, en espagnol on dit qu'il cite le taureau. Et citer le taureau, c'est inciter le taureau à réagir à une proposition. Eh bien au théâtre, quand on cite, on fait bouger un peu le rideau avant, et le taureau, c'est vous, dans la salle, c'est moi quand j'y suis. Et c'est le lever de la muleta qui va déclencher quelque part notre réponse, c'est-à-dire citare, c'est-à-dire la citation devient une incitation à réagir. Et tout le théâtre, il est là. À partir du moment où il y a citation, il y a incitation, c'est tout. Donc c'est tout. C'est un peu comme dans le film de Prévert, hein, Drôle de drame, hein, quand on découvre le laitier qui est amoureux de la fille, alors il apporte tout en du lait, ce qui fait qu'il y a plein de lait, plein de lait. Puis quand on vient enquêter sur la disparition soi-disant de la femme de Simon, de Françoise Roset, le policier qui dit il y a du lait, c'est du contre-poison. Où il y a du contre-poison, il y a du poison. Et toute la démonstration de Prévert tourne autour de ça. Ben, dans le théâtre, c'est la même chose. Alors, maintenant, je pense que c'est l'occasion... Attends, je veux dire qu'on est venu avec le balcon en Suisse. Oui, on est venu en Suisse, et notamment à la Comédie. À la Comédie, s'est passé un truc formidable. Talmès, qui était directeur à l'époque, avait engagé la tournée du sang. Il n'osait pas. On l'a convaincu qu'il fallait quand même présenter une fois le Genet à Genève. Finalement, il a accepté, mais il a enlevé le dimanche, qui était le jour des bien-pensants à l'époque. Donc, non, on ne jouera pas le dimanche le balcon. Et alors, j'en ai parlé à Gignoux, qui était le directeur, je lui ai dit, écoute, on va le prendre à notre compte, puisque le décor est monté, tout est là, on s'en fout. Autrement, on fait relâche, hein, on fait déjà relâche le lundi, donc on va jouer, mais à notre compte. Et on a eu une recette maximale. Et Talmès était fou de rage. On disait, comment puis-je être aussi con de ne pas avoir programmé ça? Et ça, je trouve que c'est très moral, le théâtre. À Fribourg, on jouait dans le cinéma Livio. À Fribourg, on s'est dit, putain, ça va être terrible, la scène du début. Et je vois à ma bourré, archi bourré, il y a même les copains de l'atelier qui n'avaient pas pu le voir à Genève parce qu'ils jouaient, ils étaient venus à Fribourg avec Rochet, avec tous les copains de l'atelier, étaient venus le voir à Fribourg. Et ce qu'il y avait d'extraordinaire, c'est que je vois arriver 2 nonnes qui étaient abonnées, elles vont s'asseoir. Alors, je me dis, putain, ça va être terrible. Alors elles assistent aux deux premières scènes. L'évêque, ça passe très bien. À croire que... Bon, le juge, déjà, ils font la gueule, puis le militaire, alors ils ne supportent plus. Hein, c'est l'alliance du sabre et du goupil. Hein, alors bon, elles partent. Mais elles partent tout doucement. Et je disais aux copains, je disais, mais regardez-les, elles partent tout doucement, et puis elles s'arrangent à ne pas déranger les gens. Elles montrent qu'elles ne peuvent pas accepter le spectacle, mais qu'elles ne veulent pas embêter les autres qui peuvent le supporter. Elles retiennent la porte pour éviter qu'elles claquent à la sortie. J'ai trouvé ça génial, j'avais envie d'aller les embrasser, parce que je trouve que c'est la plus grande politesse qu'un spectateur peut rendre au spectacle.